Dans votre corps, une armée se mobilise. Elle défend son territoire contre tous les intrus, qu'ils rampent ou qu'ils volent. Tous aux barricades. Voyons comment le corps part à l'attaque quand son environnement lui est hostile, dans ce nouvel épisode du corps humain. Cette bataille est le seul moment où Graham verra la mort de près. Mais notre téléphage de service n'en est pas moins un héros. Même lors d'une après-midi passée à paresser, son corps est assiégé. Il se bat contre des milliards d'ennemis. Des parasites, des insectes, des microbes l'entourent. Le corps a développé ses propres lignes de défense. Une armée microscopique de cellules avec des règles très précises. Ils arrêtent les attaquants, détruisent les intrus et réparent même les dégâts. Vivre au XXe siècle peut paraître simple. Pourtant, sans cette invisible armée de cellules, nous ne pourrions pas survivre au-delà de l'enfance. Les lances existent seulement dans ses rêves. Pourtant, les coupures et les blessures font partie de la vie de tous les jours. La peau est notre première ligne de défense. Si elle est attaquée, le corps mobilise immédiatement ses troupes pour se défendre et réparer les dégâts. Le sang contient tous les éléments essentiels à notre survie. Voici ces éléments indispensables, considérablement grossis. Les plaquettes cicatrisent la blessure. Les globules blancs se débarrassent de la poussière et des débris, puis détruisent les infections. Voici comment une blessure cicatrise en 4 semaines. Si nos blessures ne cicatrisaient pas aussi rapidement, nous mourrions tous très jeunes. Le processus de cicatrisation commence à l'intérieur de nos os. C'est ici que le corps fabrique ses moyens de défense. C'est dans la moelle osseuse que naît cette armée de choc qui patrouille dans le sang. Tout d'abord, interviennent de minuscules cellules nommées les plaquettes. Elles ont pour mission de cicatriser les blessures par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins. Sans elles, nous pourrions succomber à une hémorragie en nous égratignant. En haut à droite, nous apercevons des globules rouges formant un caillot. Ils sont emprisonnés par un réseau de fibres microscopiques qui se forment dès que l'on se blesse. Le caillot empêche le sang de couler et les microbes de pénétrer. Alertés par les dégâts, les globules blancs partent maintenant à l'attaque. Des cellules très spécifiques, appelées mastocytes, se mobilisent pour assumer une mission cruciale. Elles font surface et sécrètent un corps chimique appelé l'histamine, qui dilate les vaisseaux sanguins autour de la blessure. Les cellules vitales de la cicatrisation peuvent sortir du flux sanguin pour pénétrer dans le tissu jusqu'à la blessure. Parmi ces cellules se trouvent les macrophages, des cellules spécifiques qui détruisent le corps étranger ou les microbes qui ont envahi la blessure. Ici, cette cellule engloutit littéralement son ennemi.
De l'autre côté de la blessure, ces cellules et celles qui ont été détruites ressemblent à du pus. Elles enlaidissent la blessure, mais cela prouve que celle-ci est en train de cicatriser. Il en va de même pour la croûte à la surface de la peau. Sous cette couverture de protection, la peau cicatrise et repousse. Cette cellule spécifique qui fait la danse des 7 voiles s'appelle un monocyte. Elle s'achemine vers une zone sinistrée. Les monocytes tissent ensemble une nouvelle couche de peau à la surface de la blessure. Au même moment, les cellules de peau des couches les plus profondes sont stimulées pour croître plus rapidement et remplacer les cellules disparues. Ce groupe de cellules va s'unir pour former une nouvelle couche de peau. Heureusement pour notre jeune dormeur, cette bataille n'est qu'un rêve. Pourtant, le corps n'est jamais à l'abri d'une attaque. Ce coussin luxueux n'est pas un sanctuaire. Il paraît propre, pourtant il est rempli d'acariens invisibles. Voici des acariens grossis 100 fois. Ces monstres envahissent notre environnement. Les rideaux, la literie, les tapis et les tissus d'ameublement représentent un terrain de prédilection pour les acariens. Des millions d'acariens vivent dans un seul oreiller. Ils peuvent même élire domicile dans un ours en peluche. Les acariens se nourrissent des peaux mortes que nous perdons. Ils paraissent peut-être adorables, mais leurs détritus sont parfois mortels. Si on en respire, ils peuvent déclencher de l'asthme. Les acariens sont peut-être la plus grande cause de ce fléau du XXe siècle. Nos maisons modernes, bien chauffées et mal aérées, favorisent la présence des acariens. Leurs déchets volent dans l'air comme de la poussière. Graham les respire sans même s'en rendre compte. Il ne réalise pas le danger. Pourtant, les acariens ne sont pas les seuls à partager le confort de sa demeure. Dans les boiseries et le coussin d'une chaise d'époque se cachent peut-être des punaises. Les oiseaux perchés sur les toits apportent aussi des poux. Ils entrent dans nos maisons et s'immiscent dans notre intimité. Nos animaux domestiques ont des puces qui se nourrissent de sang humain. Les puces des chats provoquent souvent des démangeaisons chez l'homme, mais elles peuvent aussi propager des maladies mortelles, telles que le typhus et la peste. Au Moyen Âge, la peste noire a décimé un tiers de la population en Europe. Cette épidémie fut propagée par les puces. L'être humain le plus propre reste quand même un nid à microbes. De minuscules microbes vivent dans les racines des cils et s'amassent dans les contours des narines. Voici un poux considérablement grossi et un autre qui rampe tranquillement le long d'un poil. Dans la cuisine chauffée de Graham, des millions d'organismes minuscules cherchent l'hospitalité. Les champignons, la moisissure, les bactéries nous entourent. Ils se multiplient très rapidement sur notre nourriture et sur nous-mêmes. Graham se sent peut-être mieux, mais il n'est toujours pas propre. Le savon et l'eau se débarrasseront de la poussière et de la saleté. Mais malgré tout, il restera quand même des milliards de champignons microscopiques et de bactéries, les résidents permanents de la peau. Cette empreinte montre les colonies de bactéries qui survivent et se multiplient sur nos mains, même après les avoir longuement nettoyées.
Les bactéries vivent sur nous et aussi à l'intérieur de nous. Nous en avons environ 1 kilo dans les intestins. Le visage, le cou et les aisselles sont les endroits les plus convoités. Sous les aisselles, il y a 16 millions de microbes tous les 6 cm² et demi. Partant à la recherche de ces micro-organismes, nous pénétrons dans le paysage inconnu de la peau, grossi des milliers de fois. Des microbes vivent autour des glandes sébacées et des glandes sudoripares qui les nourrissent. Beaucoup d'entre eux vivent temporairement sous les cellules mortes de la peau. Nous représentons à la fois un foyer douillet et un restaurant ambulant pour les bactéries. Elles vivent dans chaque recoin, même dans les veinures de nos doigts. Les champignons microscopiques préfèrent un milieu humide comme les pieds et l'aine. Les microbes situés entre nos doigts de pied libèrent des odeurs fortes. Ces organismes malodorants appartiennent à la famille des bactéries. Bactéries quelquefois utilisées pour la fabrication de certains fromages. Ces bactéries nous protègent en empêchant les microbes dangereux d'élire domicile. Des microbes meurtriers vivent sur notre peau, le staphylocoque et le streptocoque. S'ils pénètrent dans le sang, ils sont mortels. Nos alliés microscopiques nous défendent. Ils produisent des antibiotiques qui éloignent les cellules tueuses. À chaque instant, ces microbes bien intentionnés déclarent une guerre chimique pour nous défendre. Ils sont les sentinelles du système de défense du corps. Bien que Graham ne le sache pas, il est en train de mettre son propre système de défense à l'épreuve. Laissant derrière lui les microbes avec qui il partage son foyer, il part au grand air. Loin des mythes, des microbes et des dangers évidents de la pollution, il devrait être en sécurité. Pourtant, les défenses du corps de Graham restent en état d'alerte. Sa peau représente sa première ligne de défense. Une enveloppe cutanée imperméable et très résistante. La couche supérieure desquame chaque jour, éliminant des microbes et de la saleté. Pour vivre, cette armure doit être trouée. Pour entendre, voir, manger et respirer, chaque orifice vulnérable a son propre système de protection. Les poils dans les oreilles empêchent la poussière de pénétrer. La cire sécrétée par les oreilles piège les microbes. Les larmes contiennent un antiseptique très puissant, ainsi nos yeux s'infectent très rarement. Son nez est un autre point faible de son armure. Les poils du nez empêchent certains intrus de pénétrer. Dans les fosses nasales, du mucus immobilise les microbes. Des millions de poils microscopiques, les cils, capturent les débris pour protéger les bronches. Mais certains assaillants parviennent à passer outre ces lignes de défense. Les poumons sont un champ de bataille très vulnérable. La fibre d'amiante, le pollen, la poussière, la pollution de l'air, le goudron contenu dans la fumée de cigarettes parviennent à pénétrer et à boucher les poumons. Dans cet endroit paradisiaque, l'air semble pur et sain. Mais Graham doit faire face à certains problèmes. S'il pénètre par le nez, le pollen, les mites, les puces peuvent tous déclencher des allergies, un rhume des foins ou de l'asthme. Les scientifiques pensent que les allergies sont un fléau du XXe siècle. Nous éternuons car notre système immunitaire commet une erreur. Jusqu'à aujourd'hui, des parasites tels que ces vers vivaient dans nos intestins. Le corps a développé des moyens pour les attaquer. Les personnes souffrant du rhume des foins réagissent au pollen, aux mites, de la même façon qu'ils ont réagi pour se débarrasser de ce ver.
Les mastocytes, si indispensables pour réparer les dégâts, passent à l'action dans le tissu muqueux des yeux, du nez et des bronches. Ils irriguent cette région avec de l'histamine, qui déclenche les larmes et fait couler le nez. Les symptômes du rhume des foins dénotent que les cellules ont commis une erreur. Les défenses externes de Graham ne sont pas au bout de leur peine. Sa peau est résistante, mais elle peut être endommagée. Sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Pourtant, les radiations ultraviolettes brûlent et font vieillir la peau. Elles peuvent causer un cancer de la peau, l'une des maladies les plus meurtrières du monde occidental. Son armure peut être attaquée de différentes façons, par des prédateurs aux aguets par exemple. Les insectes qui se nourrissent de sang propagent des maladies. Ils injectent des parasites dans le sang qui envahissent le foie, les reins et le cerveau. Dans notre monde moderne, la malaria et la maladie du sommeil tuent des milliers de personnes. Le corps de Graham s'est battu contre les attaques externes et internes. Il n'a même pas réalisé qu'il était en danger. Il est passé au travers de tout cela. 2 millions d'années d'évolution ont prouvé qu'il survivra s'il tombe de bicyclette ou s'il se coupe en se rasant. Le processus de cicatrisation est incessant. Après une après-midi épuisante, Graham rejoint ses amis pour boire un verre. Le bar est un autre endroit où notre téléphage de service peut profiter d'un repos bien mérité. Mais maintenant, il pourrait vraiment avoir des problèmes. C'est l'environnement idéal pour attraper quelque chose de sérieux. Les êtres humains sont très sociables. C'est exactement ce dont ont besoin les microbes pour survivre et se multiplier. Les microbes restent les seuls prédateurs de l'homme. Dans un bar bondé de monde, il est difficile de ne pas respirer l'haleine des gens ainsi que d'autres gaz polluants. Tim a attrapé la grippe. Nous l'attrapons au moins 2 fois par an. Et il est facile de voir comment. À chaque fois qu'il tousse ou qu'il éternue, il rejette des microbes. De microscopiques gouttelettes infectieuses peuvent être projetées à 4 mètres, et ce, à une vitesse supérieure à celle du son. Mais on a plus de chances de transmettre la grippe par le toucher qu'en toussant ou en éternuant. Nous portons les microbes sur la peau, et nous les transmettons aux autres quand nous perdons nos cellules mortes. Pour voir le chemin parcouru par les microbes, nous avons mis une teinture fluorescente sur les mains de Tim. Maintenant, nous allons revoir la scène avec une lumière ultraviolette. Quelques microbes pour Judy. Quelques-uns pour les cacahuètes. Quelques-uns de plus pour Judy. Et en voici quelques-uns pour le serveur. Certains des microbes de Tim peuvent être détruits par les antibiotiques. Des bactéries comme celle-ci explosent littéralement. Mais les antibiotiques n'inquiètent pas les virus. La polio, le sida, l'hépatite font énormément de victimes. En 1919, la grippe espagnole a fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Voici un portrait par ordinateur du virus de la grippe. C'est l'une des formes de vie les plus primitives. Les virus ne survivent pas longtemps à l'extérieur d'une cellule vivante, car ils ne peuvent pas se multiplier sans une aide extérieure. Ici, un virus envahit une cellule humaine.
Une fois à l'intérieur, il s'empare du système de contrôle de la cellule et s'en sert pour se reproduire des milliers de fois. La cellule explose et rejette des morceaux d'elle-même contenant des particules invisibles du virus. Dans le corps, elles envahissent bientôt d'autres cellules et l'infection se propage. Voici une cellule humaine contaminée par le virus de la grippe. La cellule se recroqueville et meurt. À ce stade de l'infection, les derniers systèmes de défense du corps sont en état d'alerte. Des globules blancs spécifiques suivent leur propre itinéraire. Un second système de circulation nommé le système lymphatique. Ces cellules utilisent cette autoroute pour circuler dans le corps, recherchant en permanence des intrus. Elles peuvent soit agir directement, soit retourner vers une glande lymphatique pour donner l'alerte. Les globules blancs ont leurs propres autoroutes et leurs propres quartiers généraux. Voici l'intérieur d'une amygdale où des globules blancs sont prêts au combat. Chacun d'eux joue un rôle très spécial. C'est une attaque en deux temps. Un combat rapproché suivi d'une guerre chimique. Ces objets ressemblant à des bâtonnets sont des bactéries attaquées par les cellules tueuses du corps. C'est un combat inégal. Les bactéries sont détruites en quelques secondes. Une cellule tueuse attaque à nouveau une cellule étrangère. C'est un combat à mort. Ici, un globule blanc est en train d'emprisonner des bactéries. Elles s'empalent sur les tentacules de la cellule. Une fois capturées, elles seront rapidement dévorées, puis détruites. Les globules blancs ne sont pas toujours vainqueurs. Celui-ci a été détruit, désarçonné par sa proie, une aiguille en amiante dans un poumon. Après le passage des cellules tueuses, la guerre chimique commence. Le système immunitaire du corps humain entre en action. Des cellules spéciales sont stimulées pour produire un poison chimique qui tuera l'intrus. Nous sommes conçus pour produire des centaines de milliers de poisons différents, de larges molécules appelées anticorps. Chacune d'entre elles est spécialement conçue pour détruire une sorte bien particulière de microbes. Les anticorps recherchent des endroits très précis sur la membrane du virus, des taches blanches qui signalent que c'est un corps étranger. Un procédé chimique est déclenché qui dissout la membrane de la cellule et la détruit. Si on venait à contracter à nouveau ce virus, les cellules s'en souviendraient et réagiraient plus rapidement pour qu'il ne puisse pas pénétrer. C'est ainsi que nous sommes immunisés. Mais les virus peuvent changer leur membrane et tromper le système immunitaire. Ainsi, la bataille contre les infections continue. À chaque heure du jour et de la nuit, notre corps se bat pour survivre. Les globules blancs interviennent en permanence, ils tuent en capturant, en empoisonnant. Si ces cellules se retournaient contre nos tissus, nous mourrions. Le système de défense immunitaire et la cicatrisation sont parmi les fonctions les plus vitales et les plus efficaces du corps humain. Elles nous protègent contre un monde hostile.